Europe 1 matin. 6h, 9h, Jacques Serret. Et il sera à 8h15 dans 2 minutes sur Europe 1. Jacques Serret, l'invité de la grande interview, est ce matin Philippe Vigier, député MoDem d'Eure-et-Loire, député de la 4e circonscription d'Eure-et-Loire, ancien ministre délégué chargé de l'Outre-mer et candidat à la mairie de Châteaudun. Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Nous sommes au bord de la falaise. C'est ce que déclarait François Bayrou en août dernier lorsqu'il était encore Premier ministre. J'aimerais savoir, Monsieur Vigier, 4 mois après cette déclaration de François Bayrou, dont vous êtes proche, diriez-vous que nous sommes toujours au bord du précipice ou bien avons-nous définitivement chuté ? Nous sommes toujours auprès du précipice, mais quand même avec un premier élément que chacun a pu constater, c'est qu'on a voté un projet de loi de financement de la sécurité sociale. D'ailleurs, les sages du Conseil constitutionnel en ont validé 98%. Donc en fait, on a réussi à bâtir un budget de la Sécu qui a été, vous le savez, passé avec 14 voix d'avance dans le cadre d'un compromis pour trouver des solutions les plus justes, les plus équitables. Maintenant, nous sommes au bord de la falaise parce qu'il faut trouver un projet de loi de finances. On a voté une loi spéciale juste avant Noël qui permet quoi ? Elle permet 2 choses en particulier, de lever l'impôt. Et elle permet naturellement de faire fonctionner le pays, pour les collectivités, pour l'État, payer les fonctionnaires. Mais en revanche, on est sur le budget 2025 qu'on reconduit par tranche. Donc on ne peut pas continuer comme cela. Par exemple, il va pas y avoir de nouvelles politiques, de nouvelles impulsions, alors que la dette est toujours là, alors qu'on doit faire face à des échéances considérables. Mais justement, Monsieur Vigier, vous parliez de ce budget de la sécurité sociale. François Bayrou, lorsqu'il était à Matignon, défendait tout de même des mesures d'économie beaucoup plus importantes que ce qui été présenté là dans ce texte de Sébastien Lecornu. Il y a eu beaucoup de concessions accordées au Parti socialiste. Pourquoi vous, député MoDem, vous avez décidé de soutenir cette démarche ? Non, c'est d'abord il n'y a pas eu que des compromis faits avec les socialistes. Il a fallu faire un compromis avec tout le monde. Ceux qui disent on a fait des compromis avec les socialistes ne disent pas la vérité. Écoutez, beaucoup de compromis et des dépenses supplémentaires. Attendez, non, d'abord, par rapport à la maquette de départ, c'est très simple. Malheureusement, c'est encore 20 milliards d'euros de déficit pour la sécurité sociale. Il y a un certain nombre de pistes qui ont été proposées. Il y a quelques économies qui sont faites, mais bien sûr, ça n'est pas complètement satisfaisant. Mais il vaut mieux un budget comme celui que nous avons voté que pas de budget du tout. Quand il n'y a pas de budget, c'est l'instabilité, vous le disiez dans la présentation des titres, et il n'y a pas pire que l'instabilité au moment où on a quelques signaux positifs. Parmi ces signaux, c'est que les entreprises font preuve de résilience, que vous disiez également, et on a une croissance qui est assez soutenue. Là, maintenant, il faut trouver un budget. Dans les circonstances qu'on connaît, de 3 400 milliards d'euros de dette, où on emprunte avec la France à un niveau qui est supérieur à l'Italie et qui se rapproche malheureusement d'autres pays qui sont encore plus endettés que nous. Mais il a fallu le faire, et accordez-moi qu'on l'a fait sans brutaliser, pas de 49.3, c'était la volonté du Premier ministre. Nous sommes arrivés pour le budget. Pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale, oui. Ça a été fait 149.3 de nos Pour le budget, c'est une autre histoire. Pour le budget, ça va être très compliqué. Moi, je vous dis dans le fond de ma pensée, je crois que ça sera très compliqué de rassembler les uns et les autres. Voilà. Et donc, au final des finales, peut-être qu'on n'échappera pas au 49.3. En tout cas, ce sera au terme d'une longue procédure budgétaire. Mais c'est qui est indispensable. Oui, mais attendez, Monsieur Vigier, il y a quelques semaines, je rappelle les propos de Sébastien Lecornu au mois d'octobre, il y a une majorité absolue qui refuse la dissolution. C'est ainsi que nous a été vendu le compromis entre parlementaires. Là, vous nous dites, bon, finalement, il n'y a pas de compromis possible sur le budget de l'État. Non, je ne vous ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça va être très difficile. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de compromis possible. Les mots ont un sens et j'essaie de les porter avec précision. Je reviens 2 secondes sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Beaucoup disaient qu'on n'y arriverait pas. Nous y sommes arrivés. Il peut y avoir des insatisfactions, j'en ai également. Il y a eu quelques satisfactions aussi dedans. Sur le projet de loi de finances, nous portons quoi comme valeur les centristes, les démocrates nous souhaitons qu'il n'y ait plus de justice fiscale. Il y a des moyens de faire la justice fiscale. C'est pas fiscaliser plus ceux qui gagnent déjà beaucoup d'argent. C'est lutter, par exemple, avec efficacité. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les médias de la lutte contre l'optimisation fiscale. Ça n'a rien d'illégal. Des gens qui devraient payer beaucoup plus d'impôts et qui payent des taux d'impôts très très faibles par rapport à d'autres qui, eux, s'acquittent de cet impôt. Et bien là, il y a au moins une dizaine de milliards d'euros qu'on peut aller chercher. Il y a une seconde taxe sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est la fameuse taxe sur les holdings, qui concerne que les gens qui ont plus de 5 millions d'euros. Vous voyez, on parle de 0,02%. La grande masse échappe à tout cela.
c'est un outil que l'on peut utiliser pour faire entrer un peu d'argent dans les caisses quand on en a besoin. Parce que quand il faut soutenir nos agriculteurs, eux, ils veulent pas des solutions, ils veulent qu'on résoudre leurs problèmes de dermatose nosulaire, qu'on les aide pour l'abattage, qu'on les aide pour la vaccination, qu'on les aide pour naturellement d'autres dispositifs de soutien. Comment allez-vous faire pour les Outre-mer, moi qui ai été en responsabilité à Mayotte, alors qu'on a voté 3 textes en 2025, et maintenant il faut une déclinaison budgétaire. Comment allez-vous faire pour les territoires si vous ne soutenez pas les territoires les plus en difficulté? Comment allez-vous faire pour soutenir le logement lorsqu'on sait que... Sébastien Lecornu s'est engagé à ne pas utiliser le 49.3. Oui, vous le poussez à se dédire aujourd'hui? Sébastien Lecornu a tenu parole sur le PLFSS parce qu'on a pu trouver un compromis. Je pense qu'il nourrit l'espoir encore qu'on y arrive sur le PLF. Moi, je vous dis que je pense que ça sera compliqué, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'ils se sont dit qu'on n'ose pas. Vous savez, vous connaissez cette très belle citation. On va tout faire en janvier. Et au final, si on n'y arrive pas, il faudra trouver une solution de sortie. Nous n'en sommes pas encore là. Chaque heure suffit sa peine. On va travailler sur ce PLF et j'espère que les irréconciliables, on arrivera à les réconcilier. Philippe Vigier, je rappelle que vous êtes député MoDem d'Eure-et-Loir. Ce soir, le chef de l'État, Emmanuel Macron, va prononcer ses vœux aux Français, comme c'est la tradition chaque 31 décembre. Ce qui se dessine, c'est que le chef de l'État va dire vouloir une année 2026 utile. Qu'est-ce que vous entendez par l'année 2026 utile? Est-ce que ça sous-entend que 2025 fut politiquement, en termes d'action, de mesures pour le pays, une année inutile? Non, je pense que il va simplement, je ne sais pas ce qu'il va dire, moi je découvrirai comme vous, sauf si vous avez le script du discours, ce qui m'étonnerait. Mais diriez-vous que 2025 fut une bonne année pour le pays? Non, écoutez, c'est une année difficile, on ne va pas se raconter l'histoire. Vous avez vu la situation internationale? Trump avec le Venezuela, Zelensky qui était avec le Premier ministre du Canada, de trouver une solution à cette 4e année de guerre dans laquelle nous sommes rentrés. Jamais le monde a été si dangereux. Ce matin, on a appris par les dépêches de l'AFP que enfin les taux se desserraient autour de Taïwan. Je pense qu'il faut bien comprendre qu'il y a tellement longtemps qu'on n'a pas eu un monde aussi violent, aussi dangereux, dans lequel il faut se réarmer. Si on peut critiquer le président Macron sur telle ou telle chose, au moins en matière de défense, accordez-moi que depuis quelques années, il a su commencer à redonner beaucoup d'argent aux armées pour les réarmer. Mais d'un point de vue économique, il y a des pays qui s'en sortent un peu mieux. Je vais vous dire, monsieur, j'étais député entre 2007 et 2012. Qu'est-ce qu'on a fait sur le crédit militaire? On les a diminués. Qu'est-ce qu'on a fait sous François Hollande entre 2012 et 2017? On les a diminués très largement encore. Donc, voilà, c'est une chose, me semble-t-il, importante pour que la France, elle soit capable, malheureusement, d'avoir une capacité de dissuasion en matière de défense. Et la dissuasion, ça veut dire plus de moyens. D'ailleurs, le Premier ministre a donné, juste avant Noël, un certain nombre d'éléments financiers là-dessus pour qu'on ait cette capacité militaire. La deuxième chose, une année utile, oui, qu'on soit capable de mieux se réindustrialiser que nous le faisons à l'heure actuelle. Oui, il le faut absolument. La troisième chose, c'est qu'on soit capable de se doter d'un budget. Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de terrain là ces derniers jours. Les gens ne parlent pas de dissolution, ils disent débrouillez-vous, trouvez-nous un budget, entendez-vous à minima. Le grand rendez-vous, c'est pas en 26 pour les présidentielles, c'est en 27. Donc, une année utile, c'est que peut-être les parlementaires essayent de trouver des voies de passage. En tout cas, moi, c'est mon état d'esprit, c'est celui des démocrates. Nous avons porté cela à l'Assemblée pendant tout l'hiver, tout l'automne et le début de l'hiver, et nous continuerons de le faire en début d'année 2026. Mais pour conclure, en un mot, Philippe Vigier, justement, vous parlez de 2027, ce sera qui le leader du MoDem, ou quel sera le candidat soutenu par votre famille politique lors de la prochaine présidentielle? Vous avez une petite idée? Vous savez, d'abord, vous voyez, moi, je n'ai pas la tête présidentielle. Non, mais François Bayrou compte-t-il jouer un rôle? Non, mais François Bayrou a été Premier ministre, c'est un personnage important de la vie politique française depuis tant d'années. Enfin, chacun voit ce qui se passe. Il faudra l'émergence d'un candidat ou d'une candidate du bloc central, sur lesquels on se retrouve. Pas simplement un visage, une incarnation, un chemin. Et puis, je pense que la France de 27, elle méritera, vous verrez que ce sera une grandeur de vérité. Parce que ceux qui nous expliquent que la retraite, il faut la mettre à 60 ans pour tout le monde, c'est formidable. C'est bien que c'est les contes de Noël. On raconte tout à tout le monde, on met des petits souliers au pied du sapin et on attend tous les cadeaux. Ça n'est pas possible. Ce pays a des atouts formidables, une capacité d'innovation extraordinaire. Malheureusement, il est englué dans des dysfonctionnements chroniques avec une technostructure qui nous décourage au quotidien et notamment dans les collectivités. 2027, il y aura un visage qui émergera, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'après l'automne 2026, eh bien là, ce sera le moment justement de tracer
cette voie, de donner ce chemin et donner une impulsion. Merci beaucoup. Merci Philippe Vigier, député MoDem d'Eure-et-Loir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.